Bonjour, très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, chers frères, chères sœurs du Congo-Brazzaville, nous vous disons une très belle journée. Nous sommes au matin du 10 janvier 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, comme vous le savez, notre rôle dans cette lutte de la résistance, de la libération du Congo-Brazzaville, c'est de chercher à comprendre un peu ce qui se passe dans plusieurs choses au Congo-Brazzaville. Nous sommes un peu de travailler, de chercher à comprendre pourquoi Ngunga Nkombongila est mort. Pourquoi il est mort? Pourquoi Ngunga Nkombongila est mort? L'ancien ministre de Lissouba des Finances. Donc on peut dire l'argentier du régime Lissouba. Bon, les gens parlaient des empoisonnements. Ça c'est la thèse la plus probable qui se retrouve dans notre communauté, la communauté congolaise. L'empoisonnement de Ngunga Nkombongila. Et des questions se posent. Qui l'avait empoisonné? Qui l'avait empoisonné? Bon, le système B vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. À essayer de comprendre un peu, donner quelques indices aux Congolais et c'est aux Congolais de décider, de comprendre la réalité. Bon, il y a, vous savez, chers amis, je vais un peu vous parler de Ngunga. Moi, personnellement, en tant que... moi, je l'ai rencontré personnellement. Comment je l'ai rencontré? J'étais à la faculté des sciences. Autant où Lissouba était président. La faculté des sciences de Brazzaville a connu des grands problèmes. Des matériaux, des laboratoires. Parce que pour valider les examens, il va falloir que vous faites... enfin... toutes les expériences au niveau des laboratoires et vous venez avec des rapports et puis on va donc approuver les UV, donc les unités de valeur en fonction de ces travaux de laboratoire. Donc à la faculté de sciences, j'ai fait physique-chimie, donc j'étais en PC comme on le dit, physique-chimie. Et donc il y a eu trop de problèmes de laboratoire. Donc la faculté de sciences a cumulé des années blanches. Et quand la faculté des sciences cumulait des années blanches, toujours dans le groupe au sein de la faculté des sciences, des gens se sont réunis. Quelqu'un est venu me contacter. Ah, mais écoute, nous, on ira voir Ngunga Nkombongila en tant que un fils Babembe. Bon, vous savez, nous avons fait le lycée Chaminade. On n'est jamais rentré dans... On ne connaissait pas ces choses-là, comment ça fonctionnait, parce qu'on n'avait jamais eu des parents dans la politique, ouais, chers amis. Et donc, au niveau de la faculté des sciences, ça se parlait que nous sommes en train de regrouper tous les jeunes babémés de la faculté des sciences et nous irons donc voir Ngunga Nkombongila. Moi, je me suis posé la question, comment vous allez faire pour le rencontrer? Bon, il y avait des gens qui avaient des réseaux, ils ont dit ils vont contacter des vieux qui vivent dans les quartiers Diata, donc des vieux babémés, des quartiers Diata, Mfilou, et ce sont ces vieux-là qui devaient faciliter la rencontre. Et le rendez-vous a été pris un dimanche matin très tôt, parce que c'est généralement les dimanches que les gens ont l'habitude de manger ce que vous avez appelé le Ngul Momako, donc le mixage entre le porc et les bananes. Vous voyez, chers amis. Et donc le rendez-vous a été pris. Nous nous sommes regroupés auprès d'un monsieur, un vieux Babembe, à Diata. Nous étions près de 26, au moins 26 étudiants Babembe de la faculté des sciences pour aller rencontrer Ngunga Nkombongila, pour aller expliquer le problème de la faculté des sciences à Ngunga Nkombongila, pour que s'il y a une possibilité, Ngunga Nkombongila pourrait intervenir auprès du ministre de l'enseignement supérieur pour régler le cas. C'était ça l'objectif. Quand nous sommes arrivés auprès de Ngunga Nkombongila, le vieux qui nous avait accompagnés, donc on peut dire le sage Babembe, nous étions assis sur des bancs. Ngunga Nkombongila avait, je ne sais pas si c'était sa deuxième maison, en tout cas je ne sais pas, c'était à Batignolles là-bas. Donc pour ceux qui connaissent bien Brazzaville, Batignolles, enfin
c'est déjà même quoi cette avenue-là. Si vous êtes sur Trois Martyrs, vous dépassez de l'autre côté là-bas, non loin le Maya Maya, c'est dans ce secteur-là, c'est dans cette maison que nous étions partis. Et on était assis sur des bancs, le gars il est sorti, déjà il est venu avec 2 heures de retard, on était là assis, et quand nous étions arrivés chez lui, on nous avait rien servi, hein, on n'a rien consommé là-bas. Il est sorti, donc le vieux Babembe commence à parler au monsieur. Non, ça sont des enfants, il parlait en Bembe. Ça sont nos cadets, vos enfants sont venus vous voir pour le problème de la faculté des sciences. La faculté des sciences roule, mais il y a un grand problème. Il y a déjà des accumulations des années blanches dues aux matériaux de laboratoire. Est-ce que vous pouvez parler à votre collègue, le ministère de l'Enseignement supérieur, pour régler le cas? Bon, Mungu Mongila dit ça dépasse sa compétence. Il dit mais il va essayer de parler au ministre de l'Enseignement supérieur à l'époque, je crois que c'était Marcel de Paul-Ikunga, il va essayer de lui parler. Bon, maintenant, les vieux Babembe qui étaient là, dans les combines, il y avait en réalité l'objectif, il y avait un autre but qui était là. Moi, je n'avais pas cette information. Moi, on m'a seulement dit, parce que en réalité, les jeunes qui ont créé ce groupe-là avaient une autre intention. C'est d'aller voir Mungu Mongila en tant que jeune Babembe de la faculté des sciences. Vu que la faculté des sciences a des problèmes, est-ce que Mungu Mongila ne pouvait pas bousculer fort pour avoir des bourses et nous envoyer, parce que apparemment ils avaient des informations qu'il y avait des bourses du Canada, des États-Unis, de la France. Donc il fallait sélectionner un certain nombre d'élites, parce que dans ce groupe il y avait des calés, on peut dire des calés en physique, de mathématiques et tout. Moi, je n'avais pas cette information. Moi, j'ai l'information parce que ce groupe-là voulait simplement augmenter le nombre de jeunes Babembe à l'intérieur. Parce que quand on est arrivé, on s'est présenté, tu es le fils de qui, et tes parents viennent de quel village, ainsi de suite. Or, ils avaient une autre intention. Et puis, je vois, le leader du groupe a pris la parole, il dit, bon, il a appelé grand frère. Lui, je crois qu'il était déjà en 3e année, et nous étions à cette époque en 2e année de la faculté des sciences. Il dit, vraiment, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider en nous trouvant des bourses? Nous, on veut aussi aller étudier, devenir des cadres dans ce pays comme vous, vu que la faculté des sciences pose des problèmes. Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider dans ce sens-là en tant que vos cadets? Donc, toujours dans le côté du régionalisme, du tribalisme. Hein, c'est ça qui est la vérité. Parce qu'il faut dire les choses telles que ça est. Mungu Mongila a pris la parole. Il dit ceci. Il dit, mais oh, je ne vous comprends pas, vous les jeunes Babembe là, parce qu'il parlait un peu vite. Vous les jeunes Babembe là, le pouvoir vous appartient. Le pouvoir c'est à vous. Et vous voulez fuir le pays. Mais que diront donc les jeunes Moshi qui n'ont pas le pouvoir? Ils vont dire, vous voyez, même leurs propres jeunes, ils ont le pouvoir, mais ils sont en train de fuir le pays. Et le raisonnement de Mungu Mongila, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, m'a quand même choqué. Mais vous savez, Mungu Mongila, il nous dit à nous, les jeunes Babembe qui sont allés le consulter, entre guillemets, pour nous aider à obtenir des bourses, sortir, aller étudier, revenir des cadres, servir le Congo. Mungu Mongila dit, c'est le pouvoir de l'Issouba, c'est votre pouvoir. Donc c'est le pouvoir des sudistes, c'est le pouvoir des Babembe, des Banzabi. Ce n'est pas le pouvoir du Nord. Ça, c'était les propos de Mungu. Je reprends exactement ce qu'il nous avait dit. Hein? Il dit, mais que diront donc les jeunes Moshi si nous vous donnons les bourses, vous sortez, ils vont dire, vous voyez, même leurs propres jeunes ont fui leur pouvoir. Mais il faut comprendre, Mungu Mongila fait partie de l'école du PCT. C'est une leçon, hein? C'est une leçon, puisque nous sommes en train de parler du cas de Mungu Mongila qui n'est plus en vie. C'est une leçon. Mungu Mongila fait partie de l'école du PCT. C'est quoi cette école du PCT? L'école du PCT consiste à maintenir les jeunes, quel que soit que vous soyez les jeunes de l'ethnie, les jeunes du clan, les jeunes du village, dans un statu quo. C'est ça la réalité. Donc, il n'est pas question de vous donner les grandes opportunités. Moi, c'est ce que j'ai compris. C'est ça l'école du PCT. Il n'est pas question de vous donner les grandes opportunités, mais il est question de toujours vous maintenir en état d'esclavagisme, de l'esclavagisme. C'est-à-dire que vous devez toujours être
les petits du coin, les petits qui viennent toujours quémander auprès de ces grands-là, eux, ils doivent toujours rester en haut, au-dessus de vous. Vous contrôlez, vous dominez. Ils ne veulent pas vous voir dans un état d'indépendance. C'est ça le système PCT. Donc Mungunga Kombo faisait partie de cette école-là, l'école du PCT, en disant que si je vous envoie dehors, mais les jeunes aussi diront quoi? Il dit, mais c'est le pouvoir vous appartient à vous. Mais le pouvoir vous appartient parce que vous portez simplement le nom d'une quelconque région, d'un quelconque village, où vous appartenez dans la partie sud, puisqu'on dit le Souba est un sudiste, dont le pouvoir appartient aux sudistes. Mais en réalité, le pouvoir ne vous appartient pas. Hein, c'est ça cette leçon que je vais vouloir donner ici à tous les jeunes du Congo qui sont aujourd'hui derrière le PCT. Le pouvoir ne vous appartient pas. C'est un masque qu'on vous fait porter en vous faisant croire que le pouvoir vous appartient et donc vous devez toujours supporter ce pouvoir-là. Vous voyez, chers amis. Donc, Mungunga Komongila fait partie de cette école du PCT. L'école qui consiste à piétiner la jeunesse, de ne pas donner les opportunités aux jeunes, de vous maintenir dans un statu quo de dominance, de la manipulation, de la démagogie, en vous inculquant des idéologies comme si le pouvoir est à vous et vous vous sentez fort, efficace, propagandiste, grilleux de ce régime. Mais en fin de compte, vous ne recevez rien. Ou en contrepartie, vous recevez des miettes pour vous contrôler. C'est cela, chers amis. Tous les jeunes qui sont sortis de là étaient dessus à la fin. Et quand nous sommes sortis, moi je me suis posé la question à tous ces jeunes, à tous ces amis qui m'ont emmené. Je dis, mais je ne savais pas que c'était ça l'objectif de demander des bourses. Si c'était le cas, je ne serais jamais venu ici. Parce que mon père m'a toujours dit, il ne faut jamais compter sur un homme politique, même si c'est un homme politique du coin. Ouais, chers amis. Il dit, vous voyez là, c'est la conséquence. Vous êtes sortis de là, vous n'avez même pas bu un petit verre de jus. Tout le monde était dessus. Oui, chers amis. Mais moi, j'ai dit aux amis, mais ne soyez pas dessus. Qu'est-ce que vous attendiez? Vous comprenez, vous pensez que ces gens-là vont vous donner des opportunités pour que vous veniez, pour que vous deveniez leur challenger dans ce pays? Non, pas du tout. Ils voudront toujours vous dominer, vous contrôler, parce qu'ils sortent de l'école du PCT. C'est une idéologie. C'est l'ADN du PCT, du Parti congolais du travail. Et c'est comme ça que tout le système a toujours évolué jusqu'à aujourd'hui. Même ceux qui sont aujourd'hui aux commandes avec Sassou, c'est comme ça qu'ils sont en train de dominer. Et même là, ils sont même pires. Hein. Ils poussent même ces jeunes à la sodomie, à faire des choses inacceptables, hein, juste pour avoir 1000 francs. Oui, chers amis. Donc ça, c'était cette partie pour vous expliquer un peu ma petite expérience en rencontrant ce monsieur quand il était encore en vie, au temps où ils avaient leur pouvoir. Qui a tué Mungunga Komongila? Ça, c'est la question que personne n'a jamais répondu, mais nous allons vous donner une piste. Le général Mambou, attaché militaire du régime Sassou à Moscou, celui-là qui venait de recevoir 123 militaires du régime Sassou au mois de décembre, ces militaires-là qui sont partis, dont 5 officiers, pour aller apprendre le maniement des nouvelles armes que Sassou venait d'acheter du côté de la Russie, après le sommet russe-Afrique, ce sommet qui s'est tenu à Sochi, en Russie, quand les armes ont été exposées au public, Sassou a acheté donc de grosses quantités. Et donc, c'est ce général Mambou qui représente le régime Sassou à Moscou. Le général Mambou est Babembe. Il sort du côté de Yamba. Hein? Bon, tout ça, ça fait partie, comme on dit, le grand pays de Muyonzi. Hein? Donc, vous avez Yamba, Kingwe, Ntiaki, Muyonzi, Centre, ainsi de suite. Donc, c'est un fils Babembe. Et chers amis, dans cette lutte-là, on n'a pas des amis. On n'a pas l'ethnie ici. Nous parlons ici de l'intérêt général qui est le Congo. Et sur l'intérêt général du Congo, nous sommes prêts à donner notre vie. Parce qu'on est déjà à l'étape de l'esprit. Il n'y a pas de parents ici, là. Et donc, nous vous donnons une piste à exploiter. Que le peuple congolais réfléchit à sa manière, puisse comprendre que la famille Ngila
réfléchit à sa manière, puisse comprendre que tout le régime Sassou doit savoir que c'est eux qui ont tué Mungunga Nkombongila. Nous sommes le système B vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Le général Mambou et Babembe, quand Sassou fait le coup d'état, le général Mambou se retrouve dans la forêt du côté de Yamba. À l'époque, il n'était pas général. Les enquêtes du système B vitré est rentré dans le système Yamba, sont allés regarder tous les vieux Babembe, les vieux sages, tous les jeunes de ces contrées-là. On a essayé de poser des questions. Comment ça fait-il que Mambou, Babembe, qui a travaillé avec l'Issouba, se retrouve général et il travaille avec le régime Sassou? Vous connaissez ce type-là? Un tribaliste Sassou, un régionaliste, un haineux. Il n'a jamais aimé les Congolais de la partie sud du Congo. C'est ça qui est la vérité. Et il sait que tu es militaire, formé, tu as travaillé avec l'Issouba. Donc tu as potentiellement, tu as combattu. Tu as été guerrier. Tu as travaillé, tu as voulu défendre le régime d'Issouba. Et Sassou te nomme général comme ça? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Donc, pendant le coup d'État, ce sont des gens qui ont tenu de front. Mais quand ils se sont rendus compte que de l'entrée des Angolais, ils se sont repliés dans les forêts du côté de Yamba. Le peuple de Yamba n'ont pas su à quel moment le général Mambou, à l'époque, peut-être colonel ou commandant, n'ont pas su à quel moment il était sorti de la forêt. À quel moment il était parti en France. Bien sûr, les informations que nous avons reçues nous disent qu'il a décollé à partir de Mayamaya. Mais nous avons essayé de vérifier cette information au niveau de Mayamaya. On n'a pas eu de précision. Donc on peut considérer ça, prendre le point de décollage au conditionnel. Hein, chers amis, parce que nous voulons retracer la vérité, toujours dire la vérité au peuple congolais. Mais actuellement général, on peut le dire comme ça. Moi, je vais l'appeler ici, avant qu'il soit général, je vais l'appeler le soldat. Le soldat Mambou est un petit de Mungunga Nkombongila. Mungunga Nkombongila avait confiance à ce monsieur-là. 100% confiance à ce monsieur. Et la famille Ngila peut témoigner. Donc c'est quelqu'un qui pouvait ouvrir les portes sans demander la permission de qui que ce soit. Rencontrer Ngila, parler. Il est parti en France. Donc il est toujours resté en contact avec Ngila. Comprenez ça, hein, chers amis. Nous ne disons pas que c'est lui qui a tué Ngila. Mais nous sommes en train de monter une piste claire et nette. Et c'est à vous de faire vos conclusions, ce que vous voulez. Le soldat Mambou se retrouve à Brazzaville. À tout moment, il enfonce. Voilà. Et c'est parti comme ça. Et après, ça suit donc la promotion du général, Ngila est parti. Est-ce que c'était la récompense de la mission réussie? Parce que Sassou n'avait que peur d'un seul individu qui était parti avec les moyens colossaux d'argent, capable de faire un coup d'État en un clic. Nous en sommes convaincus que si à ce jour-là, au niveau où nous sommes là, si Ngila était vivant, je vous dis, moi, Pongi, je rentrerai à Oyo. À l'heure où nous parlons, je serai le maître de Oyo. Je vous le dis. Parce que lui, au moins, il avait les couilles. Excusez-moi nous de langage. Il était puissant et fort. Il était capable de prendre des engagements. De ce que nous sommes en train de chercher. C'est-à-dire l'équilibre des forces militaires. C'est ça qui est la réalité. Des frétins comme le Koukébéné qui détiennent des multimilliards. Tous ces gens qui ont volé l'argent du contribuable congolais n'arrivent même pas à sortir un franc pour permettre aux résistants de bouger de gauche à droite. C'est une honte pour vous. Et vous voulez aller prendre le pouvoir?
sans l'équilibre de forces militaires, mais vous allez pourrir là dans la place de Paris. Et vous croyez que si nous, on réussit cette opération, et vous allez venir prendre les places avec nous? Non, jamais. Nous prendrons des novices qui vont travailler au Congo pour nettoyer toute cette machine. Donc, vous comprenez? Mission réussie du soldat Mambou. Certainement, Ngunga n'est plus en vie, mort empoisonné, enterré en France. Mambou est promis général. Mambou est envoyé en Russie comme l'attaché militaire de Sassou et il règne là-bas en gros maître. Et même ce Mambou-là était même parmi les diplomates. Vous vous souvenez de la vidéo que nous avons eu à faire? Nous avons annoncé les diplomates congolais en Russie ont été chassés de leur loyer pour des fonds non payés, le loyer non payé, ont été sortis de leur logement pour des loyers non payés. Mambou était sur cette liste-là. Sassou peut-être l'a récompensé pour une mission réussie, d'avoir liquidé Ngila. Question mark. C'est à vous de faire ces analyses-là. Mambou est toujours là dans le réseau Sassou. Tant que tu es Babembe, tu es de n'importe quelle ethnie au Congo, tu sers les intérêts de la dictature de Sassou, tu es notre ennemi. Pour nous, Mambou est, comme on dit en anglais, a piece of shit, comme on dit. Donc Mambou est parmi les soldats les plus cons qui ont trahi la nation. Voilà pourquoi nous disons cette histoire-là aujourd'hui. Hein? Parce qu'il est temps de dire la vérité. Personne ne peut garantir demain. Vous savez, hein, chers amis, moi je vous le confie que ça m'a fait très mal. Mon ami à moi, un frère on peut dire, il est iranien. Un frère, on a fait les études d'ingénieur ensemble. Ils étaient deux avec son frère. Hein? Bah, ils étaient deux. Tous les deux m'ont aimé. Et moi je les ai aussi aimés. On était ensemble à Royston University ici à Toronto. On a fait beaucoup de choses ensemble. Mais il est parti en Iran pour aller fêter les fins d'année avec une partie de ses parents. Et son frère est resté ici. Et avant-hier, quand cet avion a fait l'accident en Iran, j'ai eu l'intuition d'appeler son frère, simplement comme ça. J'ai dit, bon, j'appelle juste pour prendre les nouvelles parce que ça sont mes amis de tout le temps. Quand j'appelle, il était en pleurs. Il me dit que son cadet, parce que c'est son... On était tous ensemble, mais c'était son cadet. Mais on peut dire cadet de peut-être de quelques mois de différence seulement. Il dit, c'est Mohsen qui était dans l'avion là, il est mort avec sa femme. Mes chers amis, je me suis mal senti jusqu'à hier, jusqu'à ce matin. Vous ne pouvez pas s'imaginer. Alors qu'il y a quelques jours là, avant qu'il parte, on s'est appelé. On s'est mis à rire. On s'est rappelé encore des choses qu'on se disait avant qu'il ne parte. Et on me dit que il est mort dans cet avion-là. Un ami en moi. Et quand je vois encore toutes les images là, ça m'a choqué, chers amis. Et je suis resté convaincu, je dis, mais qu'est-ce que ce jeune a fait? Un garçon très bien, très brillant, très bon. Mais il est mort là, il est parti. Donc c'est une façon de dire, personne ne peut garantir le lendemain. Personne ne peut garantir le lendemain. Tant que tu as un problème dans ton cœur, dis-le d'une manière claire. Et cette vérité, des pistes pour le décès de Ngunga Mongila, j'ai réfléchi dans tout ça dans mon cœur et je dis, je dois le dire au peuple congolais pour qu'en moins la famille peut exploiter ces pistes-là aussi, peut encore aller chercher plus fort, pour qu'en moins les enquêteurs, entre guillemets, s'ils existent, peuvent encore aller regarder dans la profondeur, les moments de rencontre, peuvent regarder si ce monsieur, combien de fois il a rencontré Ngila, combien de fois ils ont mangé, combien de fois ils ont bu. Est-ce que ça peut emmener à une piste? Nous ne savons rien. Mais comme on dit, nous sommes à l'étape d'esprit. Dans cette lutte, on a 0 parents, 0 famille. Et dans cette lutte, on vous le dit, tant que nous n'allons pas cerner la tête du diable, du démon, le fils du diable, l'homme à la coiffe du diable, Sassou Denis, qui déjà hier, il est venu jouer au cinéma, en s'attaquant aux médias, en s'attaquant aux médias sociaux, pour dire que on lui traite de dictateur. Et donc lui est une république, mais il a oublié de dire que il est une république bananière, la république d'Oyocratie, où il a la Gestapo qui assure la répression tout le temps.
Et nous étions dans une république des singes, une république des primitifs, une république où il y a des violations graves des droits de l'homme, une république où il manque de liberté d'expression, une république où tout le monde met sa main sale bourrée de matières fécales pour piller l'État, une république qui a abandonné tous ses enfants, une république qui est en lambeaux, qui est en chute libre, une république qui rentre dans les abîmes, qui est à la phase 0 de l'apocalypse économique. Ben, imaginez la phase numéro 1 qui va arriver. Donc, quitte à nous, chers amis, de nous lever. Nous avons compris une seule chose pour mettre fin à l'orgueil de Sassou, pour mettre fin à l'orgueil du PCT, pour mettre fin à ces grands orgueilleux qui ont confisqué la République, qui ont confisqué les libertés, qui ont confisqué le droit, qui ont confisqué l'économie et les finances de ce pays, pour mettre terme à ce système orgueilleux de la France-Afrique qui tue sans cesse les Congolais. Nous avons qu'une seule solution, l'équilibre de forces militaires. Voilà pourquoi nous en sommes convaincus que seul l'équilibre de forces militaires enlèvera l'orgueil dans la bouche de ces gens-là. Et nous demandons au grand Dieu, nous croyons à ce Dieu-là, mais il y a des moments où, il y a des moments parfois, nous hésitons, nous disons, est-ce qu'il nous écoute? Il y a des moments parfois on se dit, est-ce qu'il nous écoute? Il n'y a pas au moins une personne, un grand leader dans ce monde entier va dire, bon, il est temps que je puisse régler le problème de ces jeunes Congolais qui sont en train de chercher la libération de leur pays, parce que nous ne cherchons qu'à vivre. Nous ne sommes pas des criminels, mais nous cherchons à libérer une nation qui est prise en otage par des terroristes qui se cachent derrière l'État. Voilà pourquoi nous demandons à tous ces grands leaders du monde de nous aider. Le peuple congolais souffre. Ne nous prenez pas comme une race inférieure, mais essayez de nous considérer notre souffrance. Nous pensons qu'il est temps de donner le minimum aux Africains, parce que nous ne cherchons pas à venir chez vous. Nous voulons vivre chez nous, dans la paix, dans la liberté. Mais aidez-nous, s'il vous plaît, à mettre terme aux reptiliens de la mauvaise espèce qui sont en train de nous piller, de nous tuer, de nous détruire, alors que nous avons les atouts pour s'épanouir. Je demande à tous ces grands leaders de considérer le Congo, la demande des jeunes Congolais. Je demande à tous les amis du Congo de se rejoindre à nous. Il ne s'agit pas ici de parler de la diplomatie, parce que la diplomatie du Congo a échoué sur tout le plan. Il est temps de passer aux actions. Moi, Bernard Pongui, dans le contexte actuel du Congo-Brazzaville, je suis pour la guerre. Parce que l'État congolais est déjà rentré pour la guerre, dans la guerre. Il ne s'agit pas de parler de la paix au Congo. Parce que vous avez un homme qui a affamé le peuple, qui a tout brisé. Les routes, les conditions médicales. Il n'y a aucun hôpital fonctionnel au Congo. Que devons-nous faire? La Micodec, même la Micodec est en train de fermer. Tout est fermé. Que devons-nous faire face à ça? Devons-nous toujours continuer à jouer à la diplomatie? Des bons costumes, des belles cravates? Il est temps de venir aider les Africains. Nous ne demandons pas votre argent, mais nous avons envie des armes et des moyens nécessaires pour libérer notre nation. Je crois à la guerre pour éradiquer Sassou et le régime PCT. Je ne crois pas à un seul dialogue. Pour arriver au dialogue, il y a une seule condition. Il faut que ces grandes nations-là puissent implorer des sanctions sur le régime Sassou comme un moyen de pression. Quelles sont ces sanctions-là? Verrouiller leurs avoirs partout à l'étranger, confisquer leurs biens qu'ils ont, empêcher qu'ils puissent envoyer des fonds ou des sous à leurs enfants qui sont en Occident, qu'ils étudient dans les écoles partout, leur asphyxier économiquement, leur interdire de voyager. C'est là où nous allons maintenant croire au chemin de la diplomatie et de la négociation. Mais tant que nous n'avons pas cet équilibre des forces, ces moyens de pression, Sassou va continuer à damer sur les gens. Sassou va continuer à marcher sur les Congolais. Sassou va continuer à nous narguer, à narguer la communauté internationale. Comme il venait de le dire, que toutes les destructions du Congo, c'est dû au changement climatique. Alors que nous savons que tout est faux. C'est dû à la mauvaise construction, des mauvaises planifications, une mauvaise urbanisation.
Alors, on le dit, chers leaders du monde entier, ces grands politiciens du monde entier, ces grands chefs de guerre militaires, pensez à l'Afrique et plus précisément au Congo-Brazzaville. Nous sommes ces nouveaux partenaires que nous pouvons travailler ensemble pour essayer de guider l'Afrique vers une nouvelle direction. Mais ici, je vais me concentrer au Congo-Brazzaville. Nous pouvons ensemble, si nous le voulons, nous voulons le changement. Mais la tête de Sassou ne doit pas être négociée. On le dit, il faut que Sassou soit livré au peuple congolais. Alors, aidez-nous à éradiquer cette gangrène, mais nous voulons l'éradiquer à deux conditions. Il y a deux conditions. Ou par l'équilibre de forces militaires, pour mettre terme à ce régime, de la même façon que ce régime est venu au pouvoir, nous devons la défaire aussi par les forces militaires et une force supérieure. Donc nous demandons l'arrivée d'un down force au niveau de Pointe-Noire pour éradiquer, envoyer ce que nous appelons une vague de nettoyage dans tout le pays au carcère. Ou encore, nous allons venir par la première étape qui consiste à mettre des sanctions au sein de ce régime, asphyxier tous ces gens qui constituent ce régime, qu'il s'agit de l'opposition qui travaille proche de Sassou, des militaires qui travaillent proche de Sassou, des partis politiques qui travaillent proche de Sassou. Tous les gens de ce régime sont répertoriés, nous pouvons les asphyxier économiquement, leur interdire de voyager. Et ça, nous pensons que ça va commencer à basculer les cartes et éventuellement faire venir Sassou lui-même sur la table de négociation. Parce que ce type n'est jamais venu sur la table de négociation, il a toujours nargué le peuple congolais. Mais sinon, nous, personnellement, j'y crois au down force. Je crois qu'un terroriste, un criminel, ne peut être éradiqué que par la force militairement. Moi, je suis un civil, mais si vous me donnez les atouts militaires, je serai sur le terrain moi-même. Conduire les opérations moi-même. Parce que dans l'esprit, le Congo est en guerre, je suis aussi en guerre. Je suis dans l'étape de l'esprit pour mener ces opérations pour éradiquer la dictature du Congo. Aidez-nous et vous verrez les résultats. Vous voulez des performances, nous vous les donnerons. Vous voulez les résultats, vous allez les obtenir. Travaillons ensemble, la main dans la main, pour libérer notre pays, le Congo-Brazzaville. Nous demandons au peuple congolais à l'unité. L'heure est arrivée où nous devons être unis pour apporter le changement que nous voulons. Les érosions que nous sommes en train de regarder, ce fameux viaduc à coups de milliards, ça ne choisit pas les maisons, mais ça va entraîner les maisons de tout le monde. Les inondations créées par la volonté humaine. On a mal orienté les eaux usées. C'est une volonté humaine. On a tripatouillé les routes. C'est une volonté humaine. Parce qu'on a privilégié les poches, donc le vol, le pillage d'argent. C'est une volonté humaine. Ça n'a rien de nature. Nous croyons à la science. Nous croyons que l'homme est capable d'apporter les véritables changements. Alors, que le peuple du Congo, du sud au nord, de l'est à l'ouest, puisse comprendre que nous sommes là pour l'intérêt général, qui est celui de la nation. Le Congo qui gagne, le Congo des patriotes. Merci d'avoir suivi ces directs et prières de la partager. Que les grands esprits qui ont quitté le Congo nous accompagnent dans notre lutte de libération du Congo. La lutte continue. Ingeta.